Et si je vous disais qu'il existe un métal si léger qu'il semble faux, mais suffisamment résistant pour soutenir le fuselage d'un avion, et que ce métal peut être extrait simplement de l'eau de mer? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ici que commence le mystère du magnésium, un matériau qui transforme discrètement l'aviation, les gadgets et même la médecine. Et le plus fascinant, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un fait sur ce métal qui bouleversera votre perception de l'industrie moderne. Alors, attachez vos ceintures. Nous plongeons dans un univers où la légèreté peut surpasser l'acier. Le magnésium est si léger qu'il semble irréel, mais il est en même temps aussi résistant que l'acier et possède des propriétés uniques. Il construit déjà notre avenir, le rendant plus léger, plus rapide et plus efficace. Le magnésium, 12e élément du tableau périodique, appartient aux métaux alcalino-terreux, tout en demeurant l'un des matériaux structurels les plus légers disponibles pour l'industrie. Son faible numéro atomique ne témoigne nullement de capacités modestes. Le magnésium allie faible densité, résistance suffisante et remarquable aptitude à former des alliages légers et rigides. La comparaison avec d'autres métaux s'avère particulièrement frappante. Il est environ un tiers plus léger que l'aluminium, ce qui le rend attractif pour toute construction, où l'économie de poids revêt une importance critique. Si on le compare au titane, la différence atteint près de 60%, ce qui démontre le potentiel du magnésium dans les applications aérospatiales et de transport, domaine traditionnellement dominé par le titane. Et enfin, le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, tout en offrant, grâce à ses alliages, une résistance suffisante pour de nombreuses applications techniques. C'est précisément cette combinaison de propriétés qui fait du magnésium un métal d'avenir prometteur dans de nombreux secteurs. Imaginez un peu, vous pouvez créer une pièce aussi résistante que l'aluminium, mais pesant 3 fois moins. Ce n'est pas simplement extraordinaire, c'est une véritable révolution pour de nombreux domaines. Il présente une couleur blanc argenté, s'oxyde facilement à l'air, en formant une pellicule protectrice, et, fait intéressant, peut brûler avec une flamme d'un blanc éblouissant. Une propriété autrefois exploitée dans les anciens flashs photographiques. Le magnésium est un élément extrêmement abondant, ce qui le rend d'autant plus attractif. Il occupe le 8e rang parmi les éléments les plus répandus dans la croûte terrestre et le 3e rang parmi les éléments dissous dans l'eau de mer. Et oui, l'océan constitue une source immense de magnésium. Le magnésium peut être extrait de l'eau de mer, et cette méthode ressemble véritablement à quelque chose venu du futur. Bien que le magnésium n'y soit présent qu'à hauteur de quelques dixièmes de %, le volume même des océans le rend pratiquement inépuisable. L'eau de mer est simplement prélevée et on y ajoute de la chaux. Il se forme alors de l'hydroxyde de magnésium, qui ne se dissout pas et précipite immédiatement au fond. Ce précipité est séparé, lavé, puis mis à réagir avec de l'acide chlorhydrique afin d'obtenir du chlorure de magnésium. La solution est ensuite évaporée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un sel fondu pratiquement pur. C'est précisément ce sel fondu qui est introduit dans les électrolyseurs. Sous l'action du courant, le chlorure de magnésium se décompose. Le magnésium pur se dépose à la cathode, tandis que le chlore est extrait séparément et peut être réutilisé. Le procédé consomme énormément d'énergie, mais le résultat est un métal de très haute pureté obtenu à grande échelle. La seconde méthode est plus terrestre, car elle repose sur l'extraction de minéraux, la dolomite et la magnésite. On les extrait dans des carrières ou des mines, on les broie, puis on les envoie à la calcination. Sous l'effet de températures élevées, le dioxyde de carbone s'échappe du minerai, et il ne reste que l'oxyde de magnésium. C'est alors qu'intervient la pyrométallurgie.
L'oxyde de magnésium est mélangé au ferrosilicium et chauffé à très haute température sous vide. Dans ces conditions, le magnésium commence à s'évaporer et c'est justement sous forme de vapeur qu'on le sépare, puis qu'on le condense en métal pur. C'est une voie plus traditionnelle, mais elle reste largement utilisée grâce à un équipement relativement simple et des résultats stables. Le magnésium n'est pas seulement un métal léger, c'est un matériau d'avenir qui est déjà activement employé dans de nombreux secteurs, démontrant ses propriétés uniques. L'industrie automobile et l'aéronautique, c'est son heure de gloire, où chaque gramme compte. Plus une voiture ou un avion est léger, moins il consomme de carburant, et moins il rejette de substances nocives dans l'atmosphère. Imaginez si la carrosserie de votre véhicule n'était pas en acier, mais en alliage de magnésium. Cela rendrait le transport plus rapide, plus économique et plus écologique. Les alliages de magnésium sont utilisés pour les carters de moteur et les transmissions, où une résistance élevée est nécessaire avec un poids minimal. Les jantes légères et robustes en magnésium améliorent la maniabilité et réduisent la charge sur la suspension. Les éléments de siège et de tableau de bord deviennent plus compacts, tandis que les parties de carrosserie résistent mieux à la corrosion. Dans l'aviation et l'industrie spatiale, le magnésium est idéal pour les composants légers des avions, fusées et satellites, où chaque gramme vaut son pesant d'or, permettant d'augmenter l'autonomie des vols et la manœuvrabilité des appareils. L'électronique et les gadgets ne peuvent également plus se passer du magnésium. Votre smartphone, votre ordinateur portable, votre tablette cherchent à devenir plus fins, plus légers et plus résistants. Et les boîtiers en alliage de magnésium conviennent parfaitement à cet objectif. Non seulement ils sont légers, mais ils dissipent également remarquablement la chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement fiable des processeurs et des batteries même sous charge. De nombreux ordinateurs portables haut de gamme et appareils photo professionnels possèdent justement des boîtiers en magnésium, qui résistent au choc sans ajouter de poids superflu. La médecine ouvre une nouvelle ère avec le magnésium. Les scientifiques développent des implants pour traiter les fractures osseuses, qui, avec le temps, se dissolvent dans l'organisme sans laisser de traces et sans nécessité d'intervention chirurgicale supplémentaire. Il s'agit d'une véritable révolution en biomédecine, où le magnésium devient un matériau biocompatible qui stimule la cicatrisation des tissus. Les alliages et la métallurgie constituent un autre domaine où le magnésium s'avère indispensable. Il représente un élément d'alliage essentiel dans de nombreux alliages d'aluminium, et l'ajout d'une petite quantité de magnésium rend l'aluminium considérablement plus résistant et plus stable face à la corrosion. Par exemple, les alliages aluminium-magnésium sont largement utilisés dans l'industrie maritime pour les coques de navires, capables de résister à l'eau salée, ainsi que pour la fabrication de canettes de boissons à la fois légères et inoxydables. La pyrotechnie et l'éclairage exploitent la flamme blanche éclatante du magnésium. Elle brûle avec intensité, ce qui explique son utilisation dans les feux d'artifice, les fusées éclairantes et les dispositifs d'éclairage spéciaux, destinés à produire une lumière puissante. L'industrie chimique apprécie le magnésium comme agent réducteur dans la production d'autres métaux. Le titane, par exemple, est comme catalyseur dans des processus chimiques complexes, accélérant les réactions sans nuire à l'environnement. Même dans les compléments alimentaires et la médecine, le magnésium joue un rôle vital. C'est un minéral essentiel pour notre organisme, participant à des centaines de réactions biochimiques, de la contraction musculaire et la transmission des impulsions nerveuses au contrôle de la glycémie et de la pression artérielle. Beaucoup de personnes prennent des suppléments de magnésium pour améliorer leur sommeil, réduire le stress,
soutenir le système cardiovasculaire et maintenir leur tonus général. Ainsi, le magnésium traverse toutes les sphères de la vie moderne, des transports et gadgets à la santé, prouvant que la légèreté peut s'allier à une utilité extraordinaire. Chaque seconde dans le monde, plus de 57 tonnes d'acier sont produites. C'est le poids de 10 éléphants par seconde. Mais voici ce qui est étonnant. Le métal qui soutient ta maison, ta voiture et même ta vie, littéralement, est né au cœur d'étoiles explosives il y a des milliards d'années. Oui, chaque atome de fer dans ton sang, c'est un artefact cosmique. Et maintenant, sous tes pieds, à 3000 km de profondeur, une boule de fer liquide chauffée à 6000 degrés crée le champ magnétique qui te protège de la radiation cosmique mortelle en ce moment même. Chaque année, l'humanité produit 1,8 milliard de tonnes d'acier, de quoi entourer la Terre 7 fois. Mais il y a un sombre secret. Les réserves mondiales de fer ne sont pas infinies. Et ce qui se passe dans les hauts fourneaux hauts, comme un immeuble de 30 étages à 2000 degrés, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Reste jusqu'à la fin. Tu découvriras pourquoi le fer pourrait disparaître plus vite que tu ne le penses, et ce qui arriverait à la civilisation sans lui. Le fer, c'est un véritable hipster cosmique. Il est né dans les étoiles géantes, et c'est le dernier élément qu'une étoile peut créer avant d'exploser en supernova. En fait, chaque atome de fer dans ton sang, oui, ton sang contient aussi du fer. C'est un morceau d'ancienne matière stellaire. Quand notre planète s'est formée, l'élément le plus lourd, le fer, a coulé vers le centre, formant le noyau externe et interne. Imagine-toi, sous tes pieds, à une profondeur de près de 3000 km, se trouve une boule de métal liquide chauffée à 6000 degrés Celsius, en mouvement constant. C'est le noyau. Son mouvement crée le champ magnétique terrestre qui nous protège de la radiation cosmique. Autrement dit, le fer rend littéralement notre vie possible. Les tout premiers objets en fer, découverts par les archéologues, par exemple les artefacts de l'Égypte antique, étaient fabriqués à partir de fer météoritique. C'est du fer pur qui est tombé sur Terre, et il n'était pas nécessaire de le fondre. Les anciens le considéraient comme un don du ciel. Pour extraire le fer à la surface, l'humanité a appris à créer quelque chose qui ressemble à de l'art industriel, des carrières gigantesques. D'abord, on étudie le gisement, puis on procède à des travaux de forage et d'explosion. Oui, de vraies explosions. Ensuite, le minerai, qui ressemble à une pierre rouge-brun ordinaire, est transporté par des excavateurs géants. Le fer se trouve rarement à l'état pur. Il est caché dans les minéraux, et pour le libérer, il faut une approche très agressive. Une carrière peut être aussi profonde que la Tour Eiffel, et aussi large qu'une petite ville entière. C'est vraiment époustouflant. Le minerai, qui n'est que de la roche contenant du fer, doit être transformé en métal pur. Cela se passe dans les hauts fourneaux, des géants cylindriques hauts comme 30 étages, qui fonctionnent 24 heures sur 24 pendant des décennies. Comment ça marche? Le minerai, le charbon spécial pour la température et les additifs pour séparer les impuretés sont chargés par couches par le haut. Par le bas, on insuffle de l'air chauffé à 1300 degrés qui fait brûler le coke. À l'intérieur du fourneau, la température atteint 2000 degrés. Sous l'effet d'une telle température, le fer se sépare de l'oxygène. 2 à 3 fois par jour arrive la coulée. C'est-à-dire que, de la partie inférieure du fourneau,
s'écoule de la fonte liquide. Ce spectacle, c'est comme une rivière de lave en fusion qui brille d'une lumière orange vif. C'est du métal pur, chaud, ardent. À ce moment, l'air se remplit d'étincelles, de petites particules de métal qui se détachent du flux. C'est un spectacle qui fait se sentir n'importe quel ingénieur comme un dragon. Ce qui s'écoule du haut fourneau s'appelle la fonte. C'est un alliage de fer avec une forte teneur en carbone, plus de 2%. La fonte est très solide mais fragile. Pour qu'elle devienne flexible et résistante, il faut la transformer en acier. L'acier, c'est du fer qui a maigri en perdant son carbone en excès. On fait fondre la fonte à nouveau, et dans d'énormes mélangeurs, on insuffle de l'oxygène pur pour brûler le carbone en excès. Après cela, l'acier obtenu arrive au laminoir. Si le haut fourneau est le cœur, alors le laminoir est la salle de sport du métal. Qu'est-ce que le laminage? C'est un procédé où les ébauches d'acier chauffé passent à travers une série de cylindres puissants sous une pression énorme. Le métal chauffé au rouge, épais comme une brique, passe à travers les cylindres et s'étire comme de la pâte, se transformant en feuilles minces, rails, poutres, armatures ou fils. À la sortie, nous obtenons des matériaux de construction avec lesquels on construit des gratte-ciels, des ponts et des stades. 90% de tous les métaux utilisés dans le monde moderne, c'est de l'acier. Tu peux te dire, ok, tout ça c'est pour les usines. En quoi ça me concerne? Ta maison, la structure de ton complexe résidentiel, l'armature dans les murs, c'est de l'acier. Ton transport, les automobiles, trains, métros, coques de navires, c'est de l'acier. Ton Internet, les antennes sur lesquelles reposent les tours de téléphonie mobile, les châssis métalliques des serveurs, où sont stockées toutes tes vidéos TikTok et tes streams, c'est de l'acier. Ta santé. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'hémoglobine dans ton sang contient du fer qui transporte l'oxygène dans le corps. Sans fer, tu ne peux pas respirer. Le corps d'un adulte moyen contient environ 3 ou 4 grammes de fer. C'est suffisant pour faire un petit clou. Mais ce fer est d'une importance critique. Il fait partie de l'hémoglobine, et si on imagine que ce sont des micro-taxis, alors il transporte l'oxygène vers chaque cellule de ton organisme. Sans ces 4 grammes, game over. Les porte-avions, les plus gros navires militaires au monde, peuvent avoir un déplacement de plus de 100 000 tonnes, et la part du lion de ce poids revient aux alliages d'acier spécialisés. Ces alliages doivent être à la fois solides pour résister aux chocs et flexibles pour ne pas se fissurer sur les vagues marines. Le fer a parcouru le chemin de la poussière stellaire au noyau de la planète, de la carrière gigantesque aux rivières de métal en fusion qui s'écoulent des hauts fourneaux. Il est le héros invisible de tous les progrès technologiques que tu considères comme acquis. L'acier est le matériau le plus recyclé de la planète. Chaque année, plus d'acier est recyclé que tous les autres matériaux réunis. Aluminium, verre, papier, plastique. Cela fait de lui la superstar de l'économie circulaire. La production mondiale d'acier dépasse annuellement 1,8 milliard de tonnes. C'est une quantité si énorme que si on l'entassait dans des conteneurs de fret standard, on pourrait entourer la Terre à l'équateur plus de 7 fois. L'utilisation de l'acier est souvent un indicateur du développement économique d'un pays. Pendant la révolution industrielle, c'était une ressource clé. Et aujourd'hui, la Chine produit plus d'acier que tous les autres pays réunis. La métallurgie moderne travaille à la création d'alliages intelligents. Par exemple, les scientifiques ont développé un acier capable de guérir les petites fissures
sous l'effet de la chaleur, comme Terminator, mais dans la vraie vie. Vous voulez en savoir plus? Écrivez-nous. Le fer, c'est un véritable joueur discret. Il n'attire jamais autant l'attention que l'or ou les diamants, mais c'est précisément lui qui est l'élément qui maintient notre monde ensemble. Du noyau ardent et profond de la Terre au clou microscopique dans ton mur, le fer est le roi de la masse et de la fonctionnalité. Chaque année, l'humanité extrait moins de 200 tonnes de platine, 10 fois moins que d'or. Et pourtant, c'est elle qui fait avancer la civilisation moderne. Elle ne rouille pas, ne fond pas même à une température supérieure à 1768 degrés et est capable de purifier l'air que nous respirons. Oui, peut-être qu'en ce moment même, à l'intérieur de votre voiture, travaille un minuscule morceau de platine, caché dans le catalyseur. Mais comment ce métal précieux parcourt-il le chemin depuis les mines sombres d'Afrique du Sud jusqu'à l'éclat des bijoux et au moteur du futur? Regarde jusqu'à la fin et tu découvriras ce qui changera ta perception de la valeur des métaux pour toujours. Le platine est un élément chimique de numéro atomique 78, qui appartient au groupe des métaux du platine, comprenant également le palladium, le rhodium, le ruthénium, l'iridium et l'osmium. Il est extrêmement rare. Ses réserves dans la croûte terrestre sont bien inférieures à celles de l'or, ce qui le rend exceptionnellement précieux. Le platine ne s'oxyde pas à l'air même à haute température, ne réagit pas avec la plupart des acides et bases. Cela le rend idéal pour une utilisation dans des environnements agressifs. Le platine a un point de fusion de 1768 degrés Celsius. Cela signifie qu'il résiste à des conditions extrêmes. Le platine accélère les réactions chimiques tout en restant inchangé. Cette capacité le rend indispensable dans l'industrie. Malgré sa solidité, le platine se travaille assez facilement, ce qui permet de créer les fils les plus fins ou des bijoux complexes. L'un des domaines d'application les plus importants du platine est la fabrication de catalyseurs pour automobiles. Vous ne le soupçonniez peut-être même pas, mais c'est précisément ce métal précieux qui protège chaque jour l'air que nous respirons. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque le moteur de votre voiture tourne, il dégage des gaz nocifs. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés. Ces substances sont les principaux polluants atmosphériques, contribuant à la formation de smog, de pluies acides et de problèmes de santé. Le catalyseur est un dispositif spécial installé dans le système d'échappement de la voiture. Sa partie interne se compose de nids d'abeilles en céramique ou de plaques métalliques recouvertes d'une fine couche de métaux précieux, platine, palladium et rhodium. Lorsque les gaz d'échappement chauffe traversent ces surfaces recouvertes de platine, une réaction chimique étonnante se produit. Les oxydes d'azote se décomposent en azote et oxygène inoffensif. Le monoxyde de carbone et les hydrocarbures se transforment en dioxyde de carbone et eau inoffensif. Sans platine dans les catalyseurs, les émissions de substances nocives des automobiles seraient des dizaines de fois plus élevées. Cette technologie a permis d'améliorer considérablement la qualité de l'air dans les villes du monde entier et constitue un exemple éclatant de la façon dont les matériaux de haute technologie aident à résoudre les problèmes écologiques mondiaux. L'extraction du platine est un processus extrêmement complexe, laborieux et coûteux, nécessitant des investissements importants et l'application de technologies de pointe. C'est l'une des raisons de son coût élevé. Le platine,
comme la plupart des métaux précieux, se trouve rarement en forte concentration. Généralement, il est extrait de minerais où il est présent en très faible quantité, souvent seulement quelques grammes par tonne de roche. Le platine se trouve dans des formations géologiques spécifiques, telles que des roches intrusives ultra-basiques et basiques, ou dans des gisements alluviaux. Les géologues effectuent une exploration détaillée, utilisant des méthodes géophysiques, des forages et des analyses chimiques d'échantillons pour déterminer la taille, la profondeur et la concentration du minerai. Cela peut prendre des années. Vous imaginez? Des années. Pour que vous ne respiriez pas d'oxyde d'azote pendant que vous allez au travail. L'extraction souterraine est la méthode la plus courante pour les gisements primaires de platine, car le minerai se trouve à des profondeurs considérables, c'est-à-dire de centaines de mètres à plusieurs kilomètres. On construit des mines, on creuse des tunnels et des galeries. On utilise des foreuses et des explosifs pour extraire le minerai. Ensuite, le minerai est transporté à la surface à l'aide d'ascenseurs ou de systèmes de convoyeurs. Certains gisements, où le minerai se trouve plus près de la surface, peuvent être exploités à ciel ouvert. Cela implique la création d'immenses carrières où la roche est extraite à l'aide d'excavatrices et de camions. Dans certaines régions, le platine est extrait de dépôts fluviaux ou de couches alluviales anciennes. Cela se fait à l'aide de dragues, d'excavateurs hydrauliques ou de méthodes de séparation par gravité, car le platine est plus lourd que la plupart des autres minéraux. Le minerai extrait arrive à l'usine de traitement, où il est d'abord broyé dans de grands concasseurs. Ensuite, le minerai est transformé en poudre très fine, dans des broyeurs à boulets ou à barres, ce qui est nécessaire pour libérer le platine des grains minéraux. La poudre de minerai broyée est mélangée avec de l'eau et des réactifs chimiques spéciaux qui adhèrent sélectivement aux particules de minéraux de platine. Le mélange est intensément agité, en y faisant passer de l'air. Les réactifs avec les particules de platine adhèrent aux bulles d'air et remontent à la surface, formant une mousse. Cette mousse est collectée et la roche stérile est éliminée. On obtient ainsi un concentré contenant une concentration beaucoup plus élevée de platine et d'autres métaux du platine dont nous avons parlé au début de la vidéo. Le concentré obtenu est ensuite traité. Il est fondu dans des fours spéciaux à haute température pour séparer les métaux des impuretés indésirables. Ensuite, suit un processus de raffinage en plusieurs étapes, purification chimique et électrolytique. Cette étape est la plus complexe, car le platine et les autres métaux du platine sont très similaires dans leurs propriétés chimiques, et leur séparation nécessite un équipement de haute précision et des réactifs spéciaux. Chaque métal du groupe du platine, c'est-à-dire platine, palladium, rhodium, ruthénium, iridium, osmium, est séparé individuellement jusqu'à une haute pureté, soit 99,99% et plus. Après les étapes complexes de raffinage, lorsque le platine a déjà été séparé de ses parents, les autres métaux du groupe du platine, et a atteint une haute pureté, arrive l'étape finale, mais non moins spectaculaire, lui donner sa forme finale. Cela peut être un lingot brillant, de petites granules ou des formes spéciales, prêtes pour une utilisation ultérieure dans les domaines les plus variés. Le processus de création de lingots de platine exige une haute précision et un contrôle rigoureux. Le platine purifié, qui se présente sous forme de poudre ou de petits morceaux, est placé dans des creusets spéciaux. Généralement fabriqués en matériaux céramiques de haute pureté ou en graphite, qui résistent à des températures extrêmement élevées. Ces creusets sont placés dans des fours sous vide ou à gaz inerte,
où le platine fond à une température de près de 2000 degrés. La fusion elle-même est un spectacle captivant. Le métal se transforme en un liquide argenté blanc, intensément brillant, qui rayonne dans l'obscurité du four. Lorsque le platine est complètement fondu, il est soigneusement versé dans des moules préalablement préparés. Ces moules doivent également être extrêmement propres et résistants aux hautes températures. On utilise souvent des moules en graphite qui refroidissent lentement, permettant au métal de cristalliser uniformément. Plus de 80% de l'extraction mondiale de platine revient à l'Afrique du Sud. D'autres producteurs importants sont la Russie, le Zimbabwe, le Canada et les États-Unis. Chaque heure, au cœur des fjords norvégiens, naît 23 tonnes d'un matériau qui change l'avenir de la planète. Une pierre ordinaire se transforme en quelque chose d'incroyable. 1 kilogramme alimente 500 maisons toute une année. Imaginez, 200 000 tonnes par an, c'est 30 tours Eiffel de silicium pur. Mais voici l'énigme. Comment, à partir du quartz ordinaire, jeté dans l'enfer de 2000 degrés Celsius, plus chaud que la lave d'un volcan, naît une technologie de pureté 6,9, où sur 1 million d'atomes, un seul est en trop. Ici se cache un secret dont on ne parle pas. Pourquoi précisément la Norvège est-elle une superpuissance du silicium? Pourquoi le panneau rend-il son énergie en 2 ans, mais fonctionne 30 ans, générant 95% de sa vie en positif? Et surtout, que se passera-t-il quand vous découvrirez le processus secret de transformation de la pierre en soleil fondu? Restez jusqu'à la fin, je révélerai comment l'eau et le feu créent une énergie infinie et pourquoi cela changera tout ce que vous saviez sur les panneaux solaires. Tout commence non pas avec le sable de plage, mais avec son grand frère, le quartz. C'est l'un des minéraux les plus répandus sur Terre. Mais pour notre objectif, il ne faut pas n'importe lequel, mais un quartz d'une pureté incroyable. On l'extrait dans des carrières et ces pierres blanches brillantes sont essentiellement du dioxyde de silicium figé. Avant d'arriver au four, il passe par un casting rigoureux. On le broie, on le lave et on le trie, en éliminant toutes les impuretés. C'est comme tamiser de la farine pour le gâteau le plus délicat, car toute particule étrangère peut devenir un poison pour le futur panneau solaire. Et voici ce quartz parfaitement pur, blanc comme la neige sur les sommets des fjords, prêt à rencontrer le feu. Et maintenant, préparez-vous au véritable enfer. Le quartz pur, avec d'autres matériaux carbonés comme le charbon et les copeaux de bois, est chargé dans un four à arc électrique géant. C'est comme un énorme chaudron, à l'intérieur duquel descendent 3 électrodes massives en graphite. Quand on fournit le courant, un arc électrique jaillit entre elles, et la température à l'intérieur monte instantanément à 2000 degrés Celsius absolument infernaux. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. À cette température se produit un miracle chimique. Le carbone du charbon et des copeaux arrache littéralement l'oxygène du quartz, libérant du silicium pur liquide. Dans le four bouillonne et tourbillonne une rivière aveuglante, blanc doré, de soleil fondu. Ce processus est incroyablement énergivore, et c'est précisément pourquoi ces usines sont situées ici, en Norvège, où elles s'alimentent d'énergie pure et bon marché provenant d'innombrables centrales hydroélectriques. C'est une symbiose unique de l'eau et du feu. Une fois toutes les quelques heures, dans un grondement et une fontaine d'étincelles, le silicium liquide incandescent est versé dans d'énormes cuves, où il commence à refroidir lentement. Mais ce n'est pas encore le silicium nécessaire pour les panneaux solaires. C'est ce qu'on appelle le silicium métallurgique, avec une pureté d'environ 98%.
Il est trop sale. Pour devenir le cœur d'un panneau solaire, sa pureté doit être portée à l'incroyable niveau de Si9. Cela signifie que sur 1 million d'atomes de silicium, il ne peut y avoir qu'un seul atome d'impureté. Comment atteindre une telle pureté cosmique? Le silicium refroidi est broyé et traité avec des acides pour éliminer les impuretés. Ensuite, on le transforme en gaz, le trichlorosilane, qui est ensuite distillé plusieurs fois, comme l'alcool le plus cher, en séparant le gaz parfaitement pur de toutes les molécules étrangères. Et maintenant, de ce gaz parfaitement pur naît le cristal. Dans des installations de croissance spéciale, ce gaz se dépose sur des tiges de silicium incandescentes et atome par atome, couche par couche, pendant de nombreuses heures, grandit un monocristal géant et parfait de silicium, appelé lingot. C'est une véritable œuvre d'art, absolument homogène, sans aucun défaut dans le réseau cristallin. Ce lingot précieux, ressemblant à un miroir noir, est prêt pour la transformation finale. On l'envoie à la découpe. La scie la plus précise n'est pas un disque, mais le fil d'acier le plus fin, recouvert de poussière de diamant, tendu dans un cadre. Ce fil se déplace d'avant en arrière, et comme un trancheur parfait de fromage, lentement, couche par couche, il coupe le lingot de silicium dur comme la pierre en centaines de plaques ultra fines appelées wafers. Chaque plaque ne fait que 200 microns d'épaisseur. C'est l'épaisseur de 2 cheveux humains. Ce sont précisément ces petits carrés fragiles et brillants qui sont le cœur du futur panneau solaire. Ils iront dans d'autres usines du monde entier où on les traitera, on appliquera des contacts dessus et on les assemblera en panneaux bleus que nous connaissons. Et c'est ici que se cache la vraie magie, exprimée en chiffres. Un seul kilogramme de ce silicium, né ici dans les fjords froids, devenu partie de panneaux solaires, produira au cours de sa vie suffisamment d'électricité propre pour alimenter 500 maisons moyennes pendant toute une année. Réfléchissez-y. Un kilogramme de pierre, transformé par le feu et l'eau, alimente un village entier. Ce n'est pas simplement de la production, c'est un investissement dans l'avenir. C'est la preuve que même dans les coins les plus froids et les plus sombres de la planète, peut naître une technologie qui offre au monde l'énergie propre et infinie du soleil. Et cette tendance est inarrêtable. L'énergie solaire est notre nouvelle réalité. Et son chemin commence précisément ici, dans le cœur rugissant des montagnes norvégiennes. Nous parlions de 200 000 tonnes de silicium par an. Ce chiffre est tellement énorme qu'il est difficile de l'imaginer. Essayons. Le poids des structures métalliques de la Tour Eiffel est de presque 7300 tonnes. Cela signifie qu'en un an, ces usines produisent suffisamment de silicium pour construire presque 30 tours pareilles. Cette quantité énorme représente une part significative de tout le polysilicium de haute pureté produit dans le monde occidental, faisant de la Norvège une véritable superpuissance du silicium. Pour produire 1 kg de ce matériau, il faut dépenser 60 kWh d'électricité. C'est plus que ce qu'une famille moyenne en Europe utilise en une semaine. Et c'est précisément pour cela que ces usines sont ici, en Norvège. Elles s'alimentent à presque 100% d'énergie propre, provenant d'innombrables centrales hydroélectriques qui utilisent la force des rivières de montagne et des cascades. Cela fait du silicium, produit ici l'un des plus verts au monde. Mais le plus important, c'est le retour sur investissement. Nous disions qu'un kilogramme de silicium peut fournir de l'énergie à 500 maisons pendant un an. Mais voici le chiffre encore plus génial. Un panneau solaire fabriqué avec ce silicium rend toute l'énergie dépensée pour sa création en seulement 1 à 2 ans. Et il fonctionnera de 25 à 30 ans. Cela signifie que plus de 95% de sa vie, il travaille en pur positif, générant une énergie absolument propre.
c'est l'un des meilleurs investissements énergétiques qui existent. Les Norvégiens ne laisseront personne polluer comme ça leurs fjords. Les normes environnementales pour de telles usines sont parmi les plus strictes de la planète. Les émissions sont soigneusement filtrées, les déchets sont recyclés. Les usines travaillent constamment à réduire leur empreinte carbone. Donc, bien que ce soit une industrie lourde, les habitants locaux savent qu'elle fonctionne avec les technologies les plus propres possibles. Chaque année, le monde produit plus d'1 million de tonnes de magnésium métallique. Mais seuls quelques-uns savent que la majorité de ce métal naît en un seul endroit, dans la province chinoise du Shaanxi. Là, parmi les montagnes et la fumée, des fours chauffés à 800 degrés brûlent sans cesse. Ici naît le métal, qui est 4 fois plus léger que l'acier, mais suffisamment solide pour soutenir les ailes des avions Airbus et protéger les coques des navires contre la corrosion. Comment la Chine a transformé cet élément fragile en arme stratégique de l'industrie? Et que cachent vraiment ces usines enfumées qui fournissent du magnésium au monde? Restez jusqu'à la fin, la réponse va vous surprendre. Tout commence dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine, une région qui est le cœur de l'industrie du magnésium du pays. Ici se trouvent de nombreuses usines équipées de grands fours d'électrolyse qui fument sans interruption, d'une fumée grise épaisse, étincelant d'éclats métalliques. Ces usines peuvent être considérées comme des monstres industriels modernes. Par les fenêtres et les portes émane du métal brûlant, le grondement des machines et le bruissement transforment le rythme urbain habituel en véritable fête de production. La magnézite est un carbonate de magnésium, largement répandu dans diverses régions du monde. Mais les plus grands gisements industriels se concentrent en Chine, en particulier dans la province du Shaanxi, qui produit plus de 60% de tout le magnésium chinois. Le processus technologique de production du magnésium commence par l'extraction de la magnézite, un sel naturel contenant le principal composant industriel, l'oxyde de magnésium. Après extraction, le minerai est broyé et refondu pour obtenir de la magnézite pure. À cette étape, il est important d'obtenir une magnézite avec un niveau de pureté d'au moins 85 ou 90%, ce qui est un indicateur acceptable pour le traitement électrolytique ultérieur. L'augmentation de la teneur en magnésium dans la matière première améliore la qualité du produit final et la productivité de toute la production. Ensuite vient l'étape la plus importante, l'électrolyse. Ce processus consiste à décomposer l'oxyde de magnésium en magnésium métallique et en oxygène sous l'influence du courant électrique. C'est précisément ici, dans des cuves électrolytiques spéciales, que toute la puissance de l'électrotechnologie entre en jeu. À l'échelle industrielle, on applique l'électrolyse dans des cuves spéciales, où le magnésium est dissous dans du chlorure de potassium et de magnésium, fondu à une température d'environ 800 degrés Celsius. Dans la cuve électrolytique, le courant électrique passe entre l'anode et la cathode, provoquant la réduction et la libération du magnésium métallique à la cathode. Simultanément, l'oxygène se forme à l'anode. Le processus nécessite des volumes colossaux d'énergie électrique, 12 000 kWh par tonne de magnésium. C'est précisément à cause de cette intensité énergétique que la production de magnésium est coûteuse et nécessite un accès proche à des sources d'électricité bon marché. Le résultat de l'électrolyse, ce sont des gouttes chaudes de magnésium pur, qui sont rapidement coulées dans des lingots métalliques. Ils ont une couleur argentée brillante, et leur légèreté et leur solidité fascinent de nombreux ingénieurs et concepteurs. Le magnésium métallique, produit après extraction, est immédiatement coulé en lingots
d'une masse de 5 à 25 kg, ce qui facilite son transport et son utilisation ultérieure. Ces lingots arrivent dans les usines d'alliage aéronautique, d'électronique et de construction automobile. La production de magnésium est un cycle continu qui nécessite de grandes ressources énergétiques. Cependant, la Chine est équipée de centrales électriques modernes qui fournissent le volume nécessaire d'électricité sans interruption. Grâce aux propriétés uniques du magnésium, sa légèreté par rapport à l'acier et sa solidité, ce métal devient indispensable dans de nombreux domaines. L'un des plus innovants est l'industrie aéronautique. Des alliages solides et légers à base de magnésium sont utilisés pour fabriquer les ailes et autres structures supportant de lourdes charges des avions Airbus. Ces matériaux permettent de réduire le poids de l'avion, ce qui impacte directement la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de la sécurité environnementale des vols. Selon les statistiques, la Chine extrait plus de 10 millions de tonnes de magnésites par an, dont environ 25% vont à la production propre de magnésium. Le reste, la majeure partie est utilisée dans d'autres secteurs industriels, notamment la production de réfractaires et de ciment. Les usines chinoises de magnésium sont de véritables géants industriels qui non seulement produisent du métal, mais donnent aussi le ton à tout le marché mondial. Les autorités chinoises soutiennent activement le développement de ce secteur, investissant dans l'innovation, la modernisation écologique et l'expansion de la production. Grâce à cela, le magnésium non seulement maintient ses positions, mais atteint aussi un nouveau niveau, aidant le pays à influencer les tendances mondiales dans l'aviation, l'électronique et d'autres domaines clés. En regardant l'ampleur de la production de magnésium en Chine et en imaginant les usines du Shaanxi avec leurs fours fumants, il est difficile de ne pas admirer la puissance de l'industrie moderne. Des fours de 8 mètres sont constamment chauffés à haute température pour que l'électrolyse se poursuive sans arrêt et des rangées interminables de lingots de magnésium sont transportés plus loin, vers les usines aéronautiques, les fabriques d'électronique et la production d'ordinateurs portables. Le magnésium est l'un des métaux les plus répandus dans la croûte terrestre. Il occupe la 8e place en abondance parmi tous les éléments. Bien qu'il ne soit pas aussi dur que le fer ou l'aluminium, sa légèreté et ses propriétés uniques ont inspiré les ingénieurs à utiliser ce métal dans divers domaines, de la construction automobile aux technologies spatiales. Il est intéressant de noter que le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, ce qui permet de créer des structures légères mais solides. C'est extrêmement important pour l'aviation, où chaque gramme de poids compte. Les alliages à base de magnésium sont souvent utilisés dans la production d'avions Airbus, Boeing et même d'engins spatiaux de la NASA. Avec l'utilisation du magnésium, les avions deviennent plus économiques et leur empreinte carbone diminue, ce qui correspond à la tendance du développement durable. Dans un ordinateur portable moderne, le magnésium joue également un rôle important. Les alliages métalliques assurent la solidité du boîtier avec un poids minimal, rendant les appareils plus légers et plus pratiques pour les utilisateurs. Un autre fait intéressant est que le magnésium est souvent utilisé sous forme d'anode sacrificielle pour protéger les structures en acier contre la corrosion. Grâce à sa nature électrochimique très active, le magnésium se corrode progressivement, protégeant la structure métallique de la rouille. C'est important pour les ponts, les pipelines et les navires qui subissent l'action destructrice de l'eau de mer. Actuellement, le magnésium est activement étudié en combinaison avec d'autres métaux légers, aluminium, titane, zirconium. Les alliages légers avec du magnésium
peuvent résister à des températures élevées, ont une bonne résistance à la corrosion et une excellente résistance mécanique. En conséquence, ces matériaux sont utilisés dans des domaines de pointe, des voitures électriques et équipements sportifs, à la construction de drones ultra légers et à la robotique. Chaque année, plus de 100 tonnes de matériaux sont produites dans le monde, mais un seul d'entre eux défie les lois de la physique. Ce n'est ni du métal, ni du plastique. C'est le graphène. Un matériau plus fin que l'ADN humain, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Imaginez, une seule de ces couches pourrait supporter le poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe d'un crayon. Il est plus léger que l'air, transparent comme le verre, et en même temps, il conduit le courant mieux que le cuivre. Mais le plus fascinant, c'est que nous ne connaissons toujours pas les limites de ses possibilités. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment quelque chose de presque invisible pourrait changer l'avenir de toute l'industrie. Alors, le graphène est un matériau bidimensionnel, composé d'une seule couche d'atomes de carbone, disposés en un réseau dense et bidimensionnel, en forme d'hexagone. Il possède une série de propriétés uniques qui le rendent incroyablement prometteur. Les atomes de carbone dans le graphène sont liés entre eux par des liaisons covalentes extrêmement solides. En substance, chaque atome fait partie d'un maillage absolument dense et impeccable. Lorsque nous essayons d'étirer, de percer ou de casser une feuille de graphène, nous essayons en fait de rompre ces liaisons. Ce qui est unique, c'est que lorsqu'une force externe est appliquée au maillage, il ne se brise pas simplement. Au lieu de cela, le réseau hexagonal parfait assure une répartition uniforme de la contrainte sur l'ensemble du matériau. Les physiciens ont découvert que pour percer une feuille de graphène parfaite avec un crayon, par exemple, il faudrait une force comparable au poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe de ce crayon. Pourquoi parlons-nous spécifiquement de poids? C'est un point d'une importance capitale. Quand les scientifiques comparent les matériaux, ils évaluent leur rapport spécifique résistance sur poids. Par exemple, l'acier est un matériau solide, mais il est aussi très lourd. Le graphène, lui, est aussi solide que l'acier, voire plus, mais son poids est dérisoire. Une feuille de graphène est si fine qu'un kilogramme de ce matériau pourrait couvrir une surface comparable à plusieurs terrains de football. Cela signifie que, si nous prenions un morceau de graphène et un morceau d'acier de haute qualité de même poids, le graphène supporterait une charge 200 fois plus importante avant de se déformer ou de se rompre. Cette caractéristique en fait le candidat idéal pour la création de matériaux composites ultra légers et ultra résistants pour l'aérospatiale, le blindage et les équipements sportifs de haute technologie. Imaginez que même le plus petit ajout de graphène à des matériaux ordinaires, comme les plastiques ou les résines époxy, peut les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Les scientifiques travaillent déjà à la création de gilets pare-balles ultra fins mais impénétrables, qui pèsent beaucoup moins que les blindages traditionnels en Kevlar. L'ajout d'une infime quantité de graphène au béton peut le rendre beaucoup plus résistant aux fissures et aux dommages, prolongeant la durée de vie des ponts et des bâtiments. Les carrosseries et les fuselages d'avions à base de graphène seraient plus légers, ce qui entraînerait des économies de carburant significatives, tout en devenant beaucoup plus solide et plus sûr. Ainsi, le graphène est l'incarnation d'un paradoxe. Il est presque invisible, mais sa résistance surpasse celle des métaux les plus forts. Cela ouvre une ère entièrement nouvelle en sciences des matériaux, où les matériaux sont à la fois légers, flexibles et d'une solidité inégalée.
la production de graphène est un véritable casse-tête pour les scientifiques. On peut l'obtenir de 3 manières principales, qui diffèrent par leur coût, leur qualité et leur volume de production. Imaginez que vous deviez fabriquer une feuille très fine, mais qu'elles doivent être parfaites. La première méthode est l'exfoliation mécanique. C'est de cette manière que le graphène a été découvert. Ici, tout est simple. On prend du graphite ordinaire, qui est un empilement de couches de carbone, et on essaie d'en détacher une seule et unique couche. Les scientifiques ont littéralement utilisé du ruban adhésif pour arracher les couches à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste sur le ruban que cette fameuse couche monoatomique recherchée. Cela donne le graphène le plus pur et le plus parfait, un véritable diamant pour la recherche fondamentale. Mais le problème est évident. Cette méthode est terriblement lente, impossible à mettre à l'échelle et ne convient qu'au laboratoire. La deuxième approche est l'exfoliation chimique. On l'utilise quand on veut obtenir beaucoup de graphène pour l'ajouter dans des batteries, des plastiques ou des encres. Ici, on ne joue pas avec du scotch, on sort l'artillerie lourde chimique. On plonge le graphite dans des acides et des oxydants très puissants qui s'infiltrent entre les couches de carbone et commencent à les écarter. Le résultat est un mélange épais. Ensuite, on le traite aux ultrasons, comme avec un mixeur, et les couches de graphite se séparent finalement dans l'eau ou un autre solvant. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Après cela, il faut réduire cet oxyde de graphène pour qu'il redevienne conducteur d'électricité. Cette méthode est bon marché et produit de grands volumes, mais le produit final a toujours beaucoup de défauts et d'impuretés. Il convient pour les composites, mais pas pour l'électronique sensible. La troisième et la plus prometteuse des méthodes est le dépôt chimique en phase vapeur, CVD. C'est la technologie pour créer des toiles de graphène de haute qualité et de grande taille, nécessaires pour les écrans tactiles ou les microcircuits. Ici, on n'arrache rien, on fait pousser le matériau à partir de zéro. On prend une fine feuille de métal, généralement du cuivre, et on la chauffe très fort, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Puis, on introduit dans le four un gaz contenant du carbone, par exemple du méthane. Les atomes de carbone, libérés du gaz, se déposent sur le cuivre incandescent, qui sert de modèle parfait. Ils s'assemblent d'eux-mêmes en un maillage en nid d'abeilles monocouche et impeccable. Cette méthode donne une haute qualité et permet de fabriquer de grandes feuilles de graphène, ce qui est essentiel pour l'industrie. Le plus difficile après cela est de retirer délicatement le film de graphène du support métallique et de le transférer sur le matériau souhaité, par exemple un plastique flexible sans endommager sa structure fragile. En termes d'argent, le marché mondial du graphène est actuellement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars américains et, selon la plupart des prévisions, il devrait croître très rapidement, doublant souvent tous les 2 ou 3 ans. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse le milliard de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela montre que les investisseurs croient en l'adoption massive du graphène. Contrairement aux produits de base, le marché du graphène est très segmenté par type et qualité. La part du lion de la production en poids est constituée d'oxyde de graphène réduit et de paillettes de graphène. Ils sont produits par la méthode chimique et sont utilisés pour renforcer les composites, les revêtements et les encres. Ils sont bon marché, mais présentent de nombreux défauts. C'est ce qu'on appelle le volume à bas coût. Et qu'en est-il de la haute qualité? La plus petite part en poids, mais la plus chère en valeur, est le graphène monocouche pur sous forme de film. Il est nécessaire pour l'électronique de haute technologie et est très coûteux en raison de la complexité de sa production et de son transfert.
Le marché de la production de graphène est très fortement concentré en Asie, en particulier en Chine. Les entreprises Niespero chinoises sont les leaders mondiaux dans la production de grands volumes de graphène pour les batteries et les supercondensateurs, celui-là même qui est fabriqué par la méthode chimique. Les entreprises européennes et américaines, quant à elles, se concentrent généralement sur le développement de formes de graphène plus high-tech et plus pures, c'est-à-dire des films pour les industries aérospatiales et électroniques.